Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. Bonjour, Monsieur Guy Ménard. Et Antoine à la régie. Bon, il a volé son micro, Antoine, fait qu'il ne peut pas nous dire bon matin. Bonjour de loin. Bonjour de loin, Antoine. Bonjour de loin. Aujourd'hui, Pierre, nous allons nous entretenir avec Chloé Sainte-Mars. Oui. Afin de parler de son premier long-métrage individuel. Peau à peau. Peau à peau. Hein? On se rappelle qu'elle a fait des rires avec P-O, son copain. P-E-A-U. Oui. Pas P-O-T, là. Exactement. P-E-A-U. Maxime va être aussi, je veux dire, présent pour sa capsule. Et mes espions ont dit qu'il était voir le film de Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. Oui, j'ai des bons échos. Et nous débutons l'émission avec Félix Dufour-Lapierre. Bonjour Félix. Bonjour, proche. Bonjour Félix. Et un habitué. Maintenant, avec La mort n'existe pas, Félix, tu proposes, parce que tu l'as mentionné à plusieurs endroits, un conte tragique, animé, hein, où le politique et l'intime se superposent. Je vais essayer de résumer un peu, je veux dire, le récit, parce que dans tous les films, quand on parle avec Villeneuve, Archipel, j'ai l'impression que c'est peut-être le plus narratif de tes films. C'est une tendance, ouais, je m'en vais vers un espace plus narratif, tout aussi éclaté, oui, sous tension, mais plus narratif. Effectivement, il y a un côté un peu narratif. Oui. Donc, à l'orée d'une forêt, Hélène et ses compagnons vont attaquer des riches dans leur domaine qui semble être un symbole d'un ordre établi. Ouais. Ils désirent être l'étincelle, parce que ça revient souvent, hein, cette idée du feu qui met le feu au statu quo. L'attentat tourne mal. Hélène fige en voyant ce qui se produit et en regardant ses compagnons se faire abattre, dont bien sûr son amoureux. Elle s'enfuit en forêt et elle sera visitée par une de ses camarades, un peu une ombre, Manon. Manon. Aussi une autre ombre, hein, la petite fille. Ombre, fantôme. Un Ouais. autre fantôme. Une vieille dame qui apparaît aussi. Des alter-ego paradoxaux. Exactement. Et Manon, bien sûr, lui offre la possibilité de revisiter ses choix et surtout de les questionner. On explore alors tous les thèmes de la violence, de la peur, de la fragilité. Et elle décide finalement de retourner sur les lieux pour des raisons de loyauté amicale. Est-ce que ça résume assez bien? Oui, des raisons de conviction, de loyauté amicale, amoureuse, et puis... Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Ouais. Parce qu'il y a des rapports d'amitié. Hein? Ouais, bien sûr, c'est un groupe d'amis qui font la révolution. Alors, oui, tout ça. Mais là, pour ce qui est de l'image, parce que est-ce que tu es un animateur? Oui, c'est un film d'animation. Tu as résumé ce qui aurait peut-être pu être un film traditionnel, mais c'est un film d'animation. De dessin, de couleurs. Ouais. Là, je vais te laisser le résumer, parce que c'est pas évident de décrire un peu de l'animation à la radio. La couleur est extrêmement importante dans ce film-là. Mais comment, toi, tu décrirais ton travail d'animation? C'est une animation faite à la main, donc traditionnelle, à raison de 12 dessins par seconde. 12 dessins par seconde. Pour chacun des donc, éléments 24, qui bougent. À chaque 2 frames, il y a un dessin, il y a un nouveau dessin. Tout est fait McLaren, à la main sur McLaren faisait ça aussi, à chaque 2 frames. Tout mouvement donc est fabriqué à la main comme ça, à raison de 12 dessins. Les décors sont également fabriqués à la main. Et puis, on fait les couleurs à partir d'une palette assez réduite qui a été peinte sur papier. Le film est donc construit comme une séquence de couleurs, et puis chacune des séquences du film a une sous-palette assez limitée, ce qui fait un rapport assez tendu entre la figuration, les exigences de la narration, de ce qu'on doit voir, ce qui peut être caché, révélé par le mouvement, par les personnages, puis ce qui est réduit à un aplat de couleurs. Ça me semblait avoir quelque chose à voir, cette tension avec l'abstraction, avec la radicalité des convictions et des gestes des protagonistes. Le rapport à l'abstraction, c'est particulier. L'abstraction, ça révèle, c'est-à-dire donc ça révèle une couleur, des textures, quelque chose d'une forme de radicalité dans la vérité qui est révélée, mais ça efface beaucoup aussi du contexte, de la figuration. J'ai l'impression que la radicalité des protagonistes fait un peu le même processus. C'est donc un film qui a une tension avec l'abstraction, où les couleurs sont très vives, très présentes, et puis où tout n'est pas détaché. Les personnages ne se détachent pas toujours de leur contexte. Non, Parfois, ils se fondent dans le contexte pour deux raisons. Pour qu'ils soient bien perçus comme émanant de leur contexte. À la mise en scène, c'est devenu d'exigence que lorsqu'Hélène tient en joue la vieille dame, je voulais qu'il y ait graphiquement une identité entre les deux personnages. Donc, ils sont vraiment dans le même décor, la même couleur,
elles partagent quelque chose graphiquement, donc ça les ancre dans un même contexte. Et à contrario, je trouvais que c'était intéressant que les décors, les contextes semblent parfois émerger des personnages parce que c'est aussi sa propre psyché que Hélène explore. Oui. Mais le choix des couleurs, parce qu'il y a du doré, il y a de l'orange, il y a du rouge, il y a du vert, il y a différentes teintes de brun, c'était compliqué d'arriver à trouver finalement la couleur. La façon que tu l'expliques, comme toujours, Félix, c'est très rationnel, tout va bien, tu t'expliques bien, mais quand tu es devant cette palette de couleurs, puis tu y travailles, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu dis, OK, là, on est dans la bonne direction, non, ça, il faut revoir ça. Est-ce que tu avais déjà derrière un peu une couleur pour chaque psyché, pour chaque geste, pour chaque élément, là, parce qu'il y en a beaucoup dans le film? J'avais un espace de couleurs en tête là, qui vient beaucoup de la tradition picturale québécoise, à la fois de chez Marcel Ferron ou Riopelle ou Clarence Gagnon, René Richard ou des peintres plus contemporains comme Marion Wachal ou Pierre Dorion. Moi, j'adore la peinture québécoise en particulier. Ça m'intéresse d'avoir de construire dans ma tête un espace mental avec des images. Des toiles chez toi de Oui, peindre. je mets de l'argent depuis 17 ans. Je mets de l'argent chaque mois de côté. Et puis j'achète de l'art contemporain. Mon fantasme, c'est Marc Séguin, un Marc Séguin. Ouais. Moi, j'ai un petit Pierre Dorion. Pierre Dorion. Très beau. J'ai un beau Marion Wachal, une huile que j'ai acheté il y a 15 ans. J'ai un beau dessin d'Alfred Pellan que j'ai acheté aux enchères. J'ai des affaires comme ça. Je l'achète une fois, une œuvre aux 2 ans, un an et demi. Je me fais un cadeau quand j'ai mon financement pour un film. Puis sinon, je mets de l'argent de côté chaque mois. C'est un... mais donc, j'avais une idée, mais après ça, quelque chose d'intuitif. Une fois qu'ils sont établis, je savais que le doré avait à avoir de la place parce qu'il y a des statues, il y a une richesse, il y a une dorée, il y a des poses figées. Pour moi, les statues, c'était à la fois, évidemment, l'opposition entre ce qui est mobile, donc vivant, donc en mouvement, puis ce qui est figé, donc mort, mais pérenne. Et solide versus la fragilité du vivant, mais c'est aussi le principe d'autorité, la pose qu'on choisit, qu'on fige et qu'on affirme, c'est un principe d'autorité, ça vient avec le pouvoir. Donc cette espèce de forêt très rationnelle, c'est cette espèce de verrière qui est une forêt rationalisée avec des statues, des trucs en peau, c'est ça aussi qu'ils veulent renverser. C'est ça que les jeunes veulent renverser. Parce que tu contrôler, détruire. Bientôt, c'est la nature comme potentiel, à la fois destructeur, mais d'un potentiel de renouveau. C'est aussi la matérialisation de la part secrète de leurs désirs et de leurs ambitions, c'est-à-dire il y a une part lucide, concrète, politique, collective, puis il y a une part aussi plus ombrageuse, où il y a un risque qui est pris, puis on n'en contrôle pas tous les tenants et les aboutissants. Non. Et puis l'action violente, c'est aussi un abîme, c'est-à-dire d'où l'idée du conte tragique entre l'impossibilité de la violence comme projet et l'impossibilité du statu quo, ou de l'ordre, de conserver l'ordre tel qu'il est, l'ordre des choses tel qu'il est. On joue beaucoup. Chat dans le sac. Plus, Barbara Ulrich fait la voix de la vieille dame. Exactement. Ah! Là, Pierre, tu m'amènes. Parce que là, non, mais c'est juste parce qu'il vient de le dire, je viens de penser au chat, mais... Mais c'est Barbara Ulrich qui fait la voix de la vieille dame. Barbara a gracieusement accepté je lui ai offert le rôle, donc on se connaît un peu, donc ça m'a fait grand plaisir qu'elle accepte. Avec sa force et sa voix rugueuse qui trahit son âge, mais en même temps, c'est une femme extrêmement dynamique, extrêmement énergique et volontaire. Mais je suis content, Pierre, que tu évoques le chat dans le sac, parce que quand on parlait de films un peu plus récents, mais je trouve que dans l'approche que tu as de La mort n'existe pas, une tradition très québécoise, une tradition de l'ONF, de l'artisanat. Même dans nos films de fiction, il y avait ce rapport à l'artisanat, à cette promiscuité qu'on pouvait avoir avec les gens qu'on crée. Hein? Ton film s'inscrit dans cette tradition-là. Hein? À 100%. Moi, maintenant que j'ai 44 ans, je vois bien que je suis un pur produit des institutions culturelles puis des dynamismes propres à la culture québécoise. C'est-à-dire, mes films ont été soutenus par les conseils des arts, la SODEC. J'ai été un rat de cinémathèque. J'ai passé une partie de ma vie à la cinémathèque. J'y ai travaillé. Tu as travaillé à la cinémathèque comme ouvreur. Ah oui? Ouais, la cinémathèque a changé ma vie. Moi, j'ai découvert Chris Marker. Mais ouvreur, j'ai rencontré ma compagne il y a 22 ans à la cinémathèque, comme elle était ouvreuse également. Tu as un film à faire là-dessus. Ça a changé ma vie. La cinémathèque, l'ONF. Donc moi, j'ai l'impression aussi, c'est le sens
des institutions culturelles, elles accompagnent des vocations. Moi, vraiment, je suis un pur produit de ça. Je viens de là. Puis, je suis très sensible à la spécificité, à la fois de l'approche en animation, qui est l'artisanat de l'ONF, comme tu l'as bien nommé, Guy, puis aussi le cinéma direct, la fiction alternative qui a émergé de ce qui est possible de faire au Québec, notre imaginaire. Puis, évidemment, je suis un amoureux du cinéma de Gilles Gros. Moi, 24 heures ou plus, pour moi, là, c'est un film que j'aime d'un amour profond. Il y a des parties plus formelles, narratifs, thématiques qui sont très directs, si on veut dire le mot direct. Mais au-delà de tout, ce qui est toujours fascinant avec l'animation, c'est qu'il y a une genre d'invention technologique qu'on ne voit pas. Là, c'est pas ton premier film, mais jusqu'à quel point que tu as dû renouveler ta pratique, jusqu'à quel point tu as dû aller chercher, je veux dire, à patenter, disons, des inventions technologiques pour traduire en images et en sons ce que tu avais dans la tête. Je peux ajouter, est-ce que le fait d'être en coproduction, ça a joué un rôle? J'ajoute ça à Guy. Là. C'est une bonne question. Les Français, dans ce cas-ci, c'est une coproduction avec la France, ont de très, très bons techniciens, dessinateurs d'animation, très, très bons techniciens. On a pu donc leur donner une portion exigeante. On avait très bien préparé de notre côté. Mais on est assez bons aussi ici. Hein? Puis, je dois dire, sans fausse modestie, mais on se débrouille assez bien. Mon équipe est très talentueuse. Là où on a dû trouver des outils, c'est pour adapter, comme le soulignait Guy, une logique artisanale, des principes de mise en scène, une mobilité, une espèce de liberté dans la mise en scène qui vient de l'espace du court-métrage dessiné à la main, fabriqué par une personne ou deux, à une logique de fabrication d'un format long avec une équipe, donc du travail délégué, puis une cohérence nécessaire entre les différents membres de l'équipe. Donc là, on a trouvé des outils. Je vous épargne les détails techniques, mais on a quelqu'un dans notre équipe qui fait du code, on a adapté des outils existants, on a développé nos propres outils d'automatisation de certaines tâches qui permettent justement de mettre en place cette espèce d'espace très... La mise en couleur a été très... au niveau de la mise en couleur qu'on a dû inventer des outils. Elle est intuitive, la mise en couleur. J'ai fonctionné, c'est tout moi qui l'ai tout fait, là, tous les plans puis tous les décors, mais ça fonctionne par touche, comme on approche une toile, tu sais, ça veut dire par touche, par ajout, par retrait. Donc, il y a quelque chose de progressif, d'intuitif, et donc, ça prenait du temps, il fallait développer des outils pour bien le faire. Alors, tu aimais ça, travailler avec une équipe française? Oui, j'aimais ça, beaucoup. J'ai trouvé ça... ça permet plus d'une force de travail, c'est très, très bien. Un peu plus d'argent, c'est jamais mauvais, bien qu'elle soit déplacée là-bas. Hein, la copro, on la dépense en France. Ensuite, le fait d'avoir la nationalité française pour le film est un atout aussi, parce qu'il profite de certains soutiens français. Il est perçu en France comme un soutien, donc il est critiqué, reçu, programmé comme un film aussi français. Et puis, c'est bien. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un atout. Le prochain sera également une coproduction Luxembourg-Québec. Mais il arrive un moment où, lorsqu'on fait du long métrage d'animation, on n'a presque plus le choix d'aller vers la coproduction. Parce que c'est long, ça reste que quand même c'est coûteux. C'est coûteux. On l'oublie à ce point-là. Puis, mais nous, on est capable encore de faire des films relativement économiques. C'est-à-dire qu'on a une structure de travail assez horizontale. On est très efficace. C'est-à-dire que on a trouvé une façon qui correspond à nos convictions politiques aussi. Il n'y a pas de quota, chacun travaille et payé. C'est assez horizontal comme structure. Moi, je ne négocie pas les salaires à la pièce, c'est à la responsabilité. Vraiment, oui, donc, l'artisanat québécois. Donc, ça vient, je viens de cet espace-là, politique et esthétique. Donc, on est assez efficace, en fait. Puis, on se tient, on est une petite équipe, 25 personnes, on se tient bien. Les gens sont très, très bons. Donc, on s'en sort assez bien. L'intérêt de la copro aussi, c'est d'avoir d'autres nationalités pour le film, d'autres soutiens financiers, d'autres canaux de diffusion, de distribution et puis de promotion. C'est très, très important. Ce qu'on oublie, c'est par exemple, au Festival de Cannes, là, il y a entre 60 et 80% des fois des films programmés qui sont produits ou coproduits par la France. C'est de la diplomatie. Donc, la France ouvre son financement public en cinéma du cinéma de toute nationalité. Donc, ça permet ensuite l'expertise française de se faire valoir sur des coproductions internationales. Puis ensuite, ils se programment entre eux, évidemment. Moi, je suis allé 15 ans à Cannes. Souvent, les moins bons films en compétition officielle, c'était des films français qui étaient comme obligés d'être là. Je suis bien sérieux, là, même Bertrand Tavernier, je me souviens une année, avec Cossé qui fait... Non. Ils ont 5 longs métrages français
qui sont en compétition Nourebil officielle. Ceylan, Lav Diaz, ils vont tous se financer en France. Ben oui. Jafar Panahi, de l'argent français. Jafar, ben oui. Tout le monde a de l'argent français parce que ils ouvrent leur gousset, les goussets de la bourse. Et puis c'est de la diplomatie culturelle. Tant que la France fasse faillite, ça va finir. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, parce qu'on sait que Félix est arme. Mais ton film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'était cool, c'était super. Ouais, hein? C'est une ouverture. Là. C'est une ouverture, mais c'était vraiment... il y a deux choses qui m'ont marqué dans l'expérience. Premièrement, ça offre au film un objet singulier. Film d'animation, long métrage d'animation destiné à un public adulte avec des partis pris formels, narratifs assez singuliers, assez particuliers. Ça permet d'ouvrir à une cinéphilie qui, normalement, on n'y aurait pas accès. Il y a des gens qui ont toujours considéré l'animation comme un format familial, ou un genre à part, mineur, puis qui ont vu le film parce qu'il était sélectionné dans un contexte comme celui-ci. Idem, même pour les spectateurs d'animation, on portait un film comme ça, franchir le seuil de la sélection cannoise avec un film aussi singulier, c'était vraiment chouette. C'est vraiment agréable. Ça donne au film une visibilité très, 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 très particulière. Et à titre plus personnel, j'ai trouvé moi ça extraordinaire que on sort fatigué d'un processus de fabrication comme ça. C'est exigeant, c'est beaucoup de risques, beaucoup de travail. Et puis, avoir de l'extérieur une énergie qui te permette, vraiment de l'extérieur, une énergie qui te permette de faire le ménage de ta table de travail et de recommencer, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment un privilège. Je veux dire, ça vient pas de toi, cette espèce de force de faire le ménage-là, de renouveau. Ça vient strictement de l'extérieur, c'est gratuit. Un coup de vent, un grand coup de vent, et puis c'est bien. Mais c'est intéressant parce que ton film parle d'ambiguïté, parle de conviction sociale, politique, personnelle. Et quand tu arrives à Cannes, tu es dans l'ambiguïté totale, si on veut aller un peu plus loin. Parce que, je veux dire, c'est la richesse qui s'expose, c'est le cinéma, je veux dire, parfois qui devient presque un sous-objet, je veux dire, à tout ce qui tourne autour de Cannes. Et ton film parle aussi, je veux dire, un peu de ça. Tu ne serais pas toi-même en contradiction à certains moments? En fait, ces paradoxes-là sont au cœur de la proposition cannoise. À ce que j'en comprends, c'est que... Et de ton film. Il y a et du film aussi, mais à Cannes, il y a des embouteillages de Maserati sur la croisette. Bien sûr. Mais tout ça paie les factures, en partie, pour que des films assez pointus, puis assez radicaux, puis assez diversifiés, parce que c'est quand même soit vu, puis considéré, puis gagne en autorité aussi. Il gagne l'autorité nécessaire dans un monde qui est très consumériste et commercial. Et contre toute attente, un film sélectionné c'est un de mes sacs se voit offrir une forme d'autorité qui est assez particulière. Quand on a toujours compris qu'il fallait qu'il invite, je sais pas moi, Tom Cruise, et puis à côté passer Michael Haneke, c'est comme... T'as toujours eu cet équilibre-là qu'il cherchait. Puis c'est un délire. C'est aussi un pur délire. Écoute, écologique, social, en tout cas, c'est à plusieurs égards. Puis en même temps, pour nous qui voyons l'économie du cinéma être sur le bord de l'effondrement, ce genre de vitrine-là, c'est crucial parce que c'est des tremplins qui se font de plus en plus rares. Tu t'en sors bien. Pardon, tu t'en sors bien. Ma question est un peu piégée. Puis tu étais assez diplomate, Félix, dans ta réponse. Non, il a compris ça. Il a compris le jeu. Après ça, le film est un film de paradoxe aussi. Oui, c'est-à-dire que... C'est ça que je trouve ça intéressant. Moi, je veux dire, j'habite dans un rez-de-chaussée du Vieux-Rosemont. Je ne vais pas en appeler ouvertement la lutte armée immédiate. Ça serait bien malhonnête. Cela dit, je considère que notre colère est légitime et puis que le monde, dans l'état où on le léguera à nos enfants, il y a de quoi être en colère, puis il y a de quoi se réveiller en sursaut et puis en être très inquiet. Et je pense aussi que sans la violence, je pense pas que la violence est un projet possible, mais je crois aussi qu'une forme de radicalité va s'additionner à des réflexions plus globales, plus nuancées. Puis c'est comme ça, en additionnant les positions et aussi les positions les plus tranchées, qu'on va être capable de faire du chemin, parce qu'au centre, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Non. Je suis désolé. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans ton film, c'est que, oui, il y a ce concept de la radicalisation, ces questionnements personnels, mais c'est que tu réussis quand même, par petites touches, à y ajouter une dimension historique.
parce que tu parlais de Gilles Groux. En voyant le film, on pense inévitablement, je veux dire, à Octobre, parce que dès la scène d'ouverture, on ne veut pas tout dire, mais on a une référence à Octobre. Il y a des carrés rouges qui apparaissent, je veux dire, là, on est 2012. Hein, et à la toute fin, ben, il y a ces enfants. Hein, Ben oui. ces cris d'enfants, où là, on est dans l'avenir. Vraiment, ton film, aussi, c'est imposé dans des touches de temporalité. Montrer que cette histoire, finalement, du questionnement sur la radicalisation, je veux dire, elle est là depuis longtemps et on doit vivre avec, on doit apprendre à vivre avec. Et je suis persuadé, parce que je pense que je t'ai entendu le dire, c'est qu'à 20 ans, tu ne penses plus comme aujourd'hui en étant père de 2 enfants. Exactement. Mais ça fait encore partie de toi. Et je pense que ces vérités-là sont complémentaires, ne sont pas nécessairement à mettre en opposition, puis elles ne s'annulent pas. Je ne pense pas qu'elles peuvent être... Elles doivent nécessairement être à somme nulle. Je pense qu'il faut voir où on se retrouve, où on s'additionne, parce que, je veux dire, l'immédiateté d'une réflexion du jeune homme que j'étais, ou des jeunes maintenant dont je ne fais plus partie à 44 ans, mais il y a une part de vérité, nécessairement. C'est-à-dire qu'ils ont le futur en charge, ils ont quelque chose à prendre en charge qui leur appartient. Puis c'est vrai aussi. Puis nous, qui sommes dans l'entre-deux, au mi-temps, avec des concessions qu'on a dû faire ou des compromis qu'on a acceptés, certains qu'on regrette, d'autres qu'on juge nécessaires. Aussi, on a une part de vérité. Je pense qu'il faut additionner ça, puis trouver le chemin. Mais garder du tranchant, moi, je pense... je crois pas qu'on entre dans une époque de nuances. D'ailleurs, le film a une forme d'actualité qu'évidemment, il était impossible de prévoir ce type de synchronicité-là. Lors de son financement, certaines personnes considéraient que c'était un film daté. C'est-à-dire que c'est des années... mais c'est une question, la violence politique, qui date des années 70, des années 80. C'est passé. C'est daté. C'est plus d'actualité pourtant. C'est cyclique, évidemment. Puis je pense que dans période de tension... Moi, je veux juste ajouter que le personnage d'Hélène, là, moi, je trouve que c'est fondamental. Parce que, tu sais, un film d'animation comme ça, puis il y a un côté abstrait, le cas de le dire. Avec Hélène, on est dans l'émotion. Tu sais, parce qu'elle existe, Hélène. Pour moi, elle existe. Ben oui, ben, ça me fait plaisir de te l'entendre dire. C'est notre défi, absence de corps et de visage à compenser. Pour moi, je m'excuse, elle existe à 300%. Et justement, c'est ce qui permet à un spectateur moyen, j'ai en moi un spectateur moyen, de sentir des choses, de vibrer, oui, elle a fait une erreur, elle est coupable, elle n'a pas fait un bon choix, etc., là. Mais à cause de ce personnage central, ça fait que tout à coup, bien des éléments qui seraient plus abstraits, comme je te dis, deviennent pour moi émotifs et incarnés. Incarnés. Et c'est un beau choix pour moi. Hélène, au cœur du film, là, c'est... Tout le film tourne autour d'elle aussi. C'est sa psyché, ses doutes, sa honte, sa loyauté, sa force aussi, parce qu'elle est quand même incapable de force. En nombre de minutes aussi, elle est là. C'est comme, objectivement... il faut qu'elle nous rejoigne. Puis c'est bien, l'actrice qui a prêté sa voix, Zeynep Blanchet, elle était très jeune lorsqu'elle a enregistré la voix, elle a 19 ans. Elle venait d'avoir 19 ans, un tout jeune 19 ans. Donc elle avait vraiment, à peu près, elle était dans cette fébrilité-là, dans sa prime jeunesse, puis elle a fait un très beau travail, je trouve. Parce que tu parlais beaucoup d'abstraction. Moi, j'ai de la difficulté avec le terme abstraction pour ton film. C'est qu'en fait, je veux dire, à cause du personnage d'Hélène qui est là, on prend corps avec elle. Pour moi, ton film, c'est qu'il pose des questions d'éthique, philosophique. Oui. Si la philosophie est une abstraction, je suis d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, l'objet, je veux dire, filmique, le monde n'existe pas, il y a quelque chose de viscéral, là. On participe, parce que tu intériorises ces questionnements-là, mais on participe avec elle à ces questionnements-là. Le film fonctionne en fait très bien pour ceux qui suivent le mouvement, ont peur avec elle, puis figent, sont surpris, puis sont mal à l'aise avec elle lorsqu'elle décide. Tout à fait. C'est donc d'avoir le fusil entre ses mains et de ne pas savoir quoi faire. Puis de ne pas quoi faire, puis de figer, puis de voir, puis là, ceux qui ressentent ce malaise-là, cette suspension, puis cette incertitude-là. C'est ultra humain, mon ami. C'était ça le projet du film. Puis c'est un film qui a des parties pris assez tranchées, mais qui est aussi fait dans une stricte honnêteté. J'ai vraiment essayé, moi, d'être le plus
le plus honnête possible, dans mes paradoxes, dans mes doutes et puis dans mes convictions aussi. Ben, ils sont là. Puis, il nous reste 2 minutes, on n'aurait pas encore poursuivre. Pour moi, le film aborde, on l'a mentionné un peu, un geste violent. Mais c'est un film très lumineux dans les faits. Parce que à 3 moments dans le film, tu parles d'une seconde chance. Hein. On leur donne une seconde chance à Hélène. Et oui, elle revient sur les lieux. Elle retrouve peut-être son amour. On ne sait pas. C'est à nous à décider. Mais il y a quelque chose de très lumineux. Il y a encore quelque chose de possible. Ouais, hein? Il y a du possible. Il y a de l'espace pour du renouveau. C'est tes enfants? C'est mes enfants, évidemment. Moi, je suis d'abord et avant tout un père de famille. Première chose, père de famille de 2 enfants. Dont je souhaite de tout cœur que le monde dans lequel ils vont grandir reste décent. C'est ça, Clarence et Irène? Clarence et Irène, mes à deux la fin, amours. Là, j'ai noté. Ouais, c'est mes 2 amours. Ouais. Ce film-là, il y a 20 ans, aurait été totalement en noirceur. Et là, il y a de la lumière. Aurait été plus sombre. D'ailleurs, la première version du scénario était plus poisseuse, plus sombre, plus fataliste. Faustienne à l'os, une chute assez opaque. Et puis, j'ai peu à peu intégré plus d'amitié, plus d'amour, plus de lumière. Peut-être c'est l'adulte, le père de famille en moi qui parle. Bravo, père de famille. Antoine, il me disait qu'il nous restait 1 minute, mais moi j'ai une question. Parce que, je disais que c'est pas un film abstrait, mais ça reste que c'est de l'animation, puis chaque spectateur peut lire à sa façon le combat éthique de Hélène. Ton film était présenté à Cannes, était présenté à Annecy. Comme tu étais extrêmement populaire, de ne pas pu te recevoir avant la sortie de ton film. Donc, ça fait 1 semaine qu'il tourne au Québec. Les réactions des spectateurs, est-ce qu'elles sont différentes? Le film est mieux reçu ici, étonnamment ici, au Québec, au Canada anglais. Puis dans plusieurs pays européens, c'est très bon. Le monde anglo-saxon, c'est plutôt positif. Le film polarise, c'est pas un film destiné à faire consensus. Puis c'est un film un peu exigeant pour le spectateur également. À la fois très généreux, mais aussi exigeant. Donc il n'est pas supposé faire consensus, puis c'est la vie. Mais la réaction est bonne. La France est très polarisée, mais les Français souvent sont très polarisés sur certains objets. Puis c'est un objet clivant, mais il y a des gens qui sont prêts à le défendre, qui l'aiment profondément. Et il y a d'autres gens qui ne l'aiment pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose de très culturel dans ton film. Pour moi, c'est un film très, très québécois. Il y a quelque chose, puis je crois que le rapport à la langue, il y a un certain lyrisme, ça s'inscrit dans une certaine tradition. Il y a des phrases carrément, il y a des mots qui sont dits, toi, je ne suis pas trop là, il y a des phrases. Donc c'est ma blonde qui m'a fait remarquer ça, mais il y a quelque chose qui s'inscrit dans une tradition québécoise aussi, de rapport à la langue, à la prosodie, tout ça. Donc peut-être que ça passe moins bien ailleurs, mais aussi, ça fait son chemin. Je veux dire, c'est ça, on n'a pas fait ça en pensant faire plaisir à tout le monde. C'est bien fait. Merci beaucoup, Félix Dufour-Laperrière. Nous vous rappelons que la mort n'existe pas. J'avais pris mes notes, là, tu sais quoi, c'est dimanche que il y a une projection dimanche au cinéma Beaubien. À 13h, où tu vas être présent. Où je vais être présent. Puis il y en a le samedi 4 à 17h au Théâtre L'Illusion en collaboration avec le cinéma public. Et puis il y en aura plein d'autres qui s'en viennent. Mais allez le voir pendant les prochains jours, prochaines semaines, parce que les films québécois restent à l'affiche sur de brèves fenêtres. Et dans ce cas ici, il faut absolument le voir sur grand écran. Ouais, j'espère. Il faut le voir sur grand écran. Merci beaucoup, Félix Dufour-Laperrière. Merci, Félix.